Bonjour, je suis Docteur Palissier. Je vais donc poursuivre le cours de gestion de production, la première partie concernant donc les concepts et terminologies avec vous. Pour cette capsule, nous allons voir donc l'évolution plutôt de la production et les nouvelles règles de gestion de production. On distingue 4 périodes qui marquent chacune une évolution de la production industrielle. La première période débute au 19e siècle. La production est alors proche de l'artisanat. Faible quantité, grande diversité, personnel très qualifié. Deuxième période, c'est la période allant de 1945 à 1975. Période pendant laquelle la demande est très importante et même supérieure à l'offre. Les marges sont confortables et les principales caractéristiques de la production sont les suivantes. Fabrication en très grande série, faible diversité. Dans ce contexte, pour que l'entreprise existe, il suffit de produire puis vendre. Troisième période allant de 1975 à 1985. L'offre et la demande s'équilibrent. Le client a le choix du fournisseur. C'est l'après-choc pétrolier. Il est nécessaire de faire des prévisions commerciales, d'organiser les approvisionnements, de réguler les stocks. Il faut donc produire ce qui sera vendu. La dernière période, après les années 70, les marchés sont fortement concurrentiels et surtout se mondialisent. L'offre est supérieure à la demande et de nouvelles contraintes apparaissent. Maîtrise des coûts, qualité, délai de livraison, coût et fiable, produits personnalisables et à faible durée de vie. Dans ce contexte, il est question de produire ce qui est déjà vendu et donc de faire ce que les Japonais appellent du juste à temps. En restant dans le contexte de la quatrième période qui commande à l'entreprise de produire ce qui est déjà vendu, les règles à respecter sont de plusieurs ordres, mais on va en citer quelques-unes. Les nouvelles règles de production sont de plusieurs ordres, mais on va en citer quelques-unes. Évoluer dans un marché volatile mal maîtrisé où les clients sont imprévisibles, infidèles à une marque et sensibles au délai ou à son respect, à la qualité et au service après-vente. Deuxième règle qu'on pourrait citer, trouver des compromis entre stock minimum, délai minimum et aléa minimum. Troisième règle, réduire les coûts de production, limiter les investissements, disposer de ressources flexibles. Ça veut dire qu'il faut maîtriser la chaîne de production. En un mot, en bref, pour pouvoir subsister, il faut maîtriser la chaîne de production. Les différentes typologies de production. En tenant compte du critère basé sur la structure du produit, nous avons plusieurs structures. La première structure, c'est la structure convergente. Cette structure se caractérise par une arborescence présentant plusieurs niveaux qui correspondent à des sous-ensembles du produit final. Ça veut dire quoi? Nous partons des composants. Les composants sont regroupés, intégrés pour faire des sous-ensembles et ces sous-ensembles, à leur tour, sont intégrés pour fabriquer le produit final. Comme on peut le voir sur la figure suivante, par exemple, pour réaliser le releveur de puits, nous avons donc trois niveaux ici qui est présenté. Le niveau 3 qui constitue donc les éléments de base qui sont associés pour fabriquer au niveau 2 les sous-ensembles, les premiers composants, et ces composants à leur tour sont associés pour fabriquer donc les sous-ensembles au niveau 1 et ces sous-ensembles sont associés pour donc pouvoir fabriquer au niveau 0 le produit final. Ça, c'est un exemple d'arborescence donc de produits à structure convergente. Deuxième structure, la structure divergente ou structure en V. Cette structure est celle des produits réalisés à partir de la transformation d'une matière première unique, pétrole, lait, acier, etc. La suivante structure est la structure parallèle. Ça veut dire, dans la structure parallèle, nous avons à peu près le même nombre. Si on a deux
produit entrant, on a 2 matières premières par exemple, on va produire à peu près à la sortie 2 produits finis. Donc c'est pourquoi on parle de structure parallèle. Il y a à peu près le même nombre d'éléments au départ que en entrant qu'à la sortie, c'est-à-dire en réalisation de produits. Quatrième structure, la structure à point de regroupement ou structure en T. Cette structure dérivée de la structure convergente est typique des produits réalisés à partir de l'assemblage de composants, soit spécifiques, soit standards, cas de l'industrie automobile, où un moteur peut être implanté dans plusieurs véhicules différents. Donc ici, c'est la structure en T. Il y a des points de regroupement, c'est-à-dire qu'on a des composants qui sont associés pour réaliser un sous-ensemble, et ces sous-ensembles peuvent à leur tour être associés soit pour fabriquer un produit final ou avoir plusieurs produits à la sortie. Donc c'est pourquoi il y a un niveau de regroupement. Les structures divergentes et parallèles correspondent donc à des usines fabriquant des produits peu variés, en très grande série, sur des périodes très longues avec un marché peu fluctuant. Si nous prenons maintenant le deuxième critère, qui est le mode de production, les entreprises industrielles qui réalisent des produits implantent et organisent leurs ressources de production en fonction non seulement de la structure du produit, mais aussi du volume de production. On peut établir une classification des modes de production. Le premier mode que nous allons voir, c'est la production unitaire ou par projet, qui concerne les produits généralement complexes, tels que la réalisation d'un navire, l'ouvrage de génie civique, les échangeurs, les routes et l'organisation d'une manifestation sportive, par exemple la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Deuxième type de production, c'est la production continue. Elle correspond aux produits qui subissent des transformations en continu par le biais d'opérations parfaitement synchronisées au niveau de leur temps opératoire. Ça concerne donc les aciéries, les cimenteries, les stations d'épuration, les raffineries. Et même on peut citer la production d'énergie électrique par les barrages, par exemple le cas des barrages hydroélectriques, c'est une production continue. L'autre type de production liée, donc l'autre type de production qu'on peut voir, c'est la production de masse. Caractéristique des produits à structure en A ou V, c'est-à-dire les structures convergentes ou les structures divergentes, réalisées par fabrication et ou assemblage de très grandes quantités, mais avec peu de variantes. Vous allez à Nestlé où vous allez voir que la production, par exemple, de Kumaji se fait donc de façon en production de masse. Voilà. Le processus est lancé, le process est lancé. Ça, il n'y a pas de variabilité, donc le produit sort en masse. Production en petite et moyenne série, répétitive ou pas, c'est le cas des produits à structure en A ou T, donc structure convergente ou structure à point de regroupement, qui sont personnalisables en fonction des besoins des clients. Produits de base avec possibilité d'option de variantes. Par exemple, dans le cas de production de certaines voitures de luxe, par exemple, si tu respectes cette production à petite et moyenne série, qui sont répétitives ou bien pas. Par exemple, nous prenons les Rolls-Royce, on va utiliser donc ce type de production dont les clients personnalisent certaines choses. Donc, ils demandent que certaines fonctions soient revues. Les ressources de production sont très polyvalentes, flexibles, capables de passer rapidement d'une production à une autre. Le niveau d'automatisation plutôt est généralement faible ou nul. Troisième critère, si nous nous basons maintenant sur le critère circulation du produit dans l'atelier, c'est-à-dire la façon dont le produit tourne dans l'atelier, c'est-à-dire le passage du produit sur les différents systèmes de production, on va se baser sur ce critère-là. Donc, c'est quand on parle de circulation des produits dans l'atelier. Cette typologie est liée aux critères précédents. On distingue 2 à 3 grandes classes. Circulation en job shop et en flow shop. Quand on parle de circulation en job shop, c'est le cas d'un atelier généralement destiné à fabriquer une grande variété de pièces. Les produits circulent de machine en machine suivant un routage correspondant à leur gamme de fabrication. Donc, on parle de job shop, c'est-à-dire on peut partir d'un atelier. C'est bien si on prend par exemple l'exemple d'un atelier de couture.
il y a la découpe. D'abord, il y a la mesure. Après, il y a la découpe. Après la découpe, il y a le montage. Et puis, il y a la finition. L'autre mode de circulation de produits concerne le mode flowchart, c'est-à-dire le cas des lignes transfert dédiées où les articles visitent systématiquement chaque poste de travail implanté sur la ligne et toujours dans le même ordre. Donc, ça concerne plus les produits qui, pour, par exemple, une production en grande quantité où les machines sont des machines spéciales, où vraiment la ligne est associée de telle sorte que la circulation est fluide. Il n'y a pas de discontinuité. Donc, c'est ce qu'on appelle le flowchart. Quand on compare les deux types de circulation, produits en mode continu et en mode discontinu, il y a un élément sur lequel il y a un élément qui donne la possibilité de voir la performance de votre système, c'est le ratio d'efficacité du processus, qui permet de déterminer le rapport entre le temps de présence d'un produit dans le système et le temps pendant lequel la valeur ajoutée a été apportée au produit. Donc, le temps, le ratio d'efficacité du processus se calcule avec la formule que vous voyez là, le temps de travail effectif sur le temps total, y compris les temps d'attente. Donc, du coup, le ratio d'efficacité, comme on va le voir ici dans ce tableau, on voit bien que le ratio d'efficacité concernant donc le type continu est plus important que dans le type discontinu. Quatrième critère, la relation avec le client. En tenant compte de ce critère, nous avons plusieurs types de production. On a la production sur stock. Une production sur stock est déclenchée par anticipation d'une demande s'exerçant sur un produit dont les caractéristiques sont définies par le fabricant. Ce type de production s'applique dans les cas suivants. L'éventail des produits finis est restreint. La demande des produits est prévisible. Le délai de fabrication est supérieur au délai admissible par le client. La saisonnalité du produit est trop forte pour justifier le maintien de ressources en hommes et machines qui seraient excédentaires une bonne partie de l'année. Par exemple, les produits de grande consommation comme le sucre, le savon et tout ce qu'on a besoin pour vivre tous les jours. L'équation suivante donne donc le stock de produits finis. Donc, vous voyez, le stock de produits finis est égal au stock de sécurité, plus la quantité de produits fabriqués, moins la quantité de produits vendus. Ce qui est important dans ce schéma, c'est que le stock de sécurité permet d'amortir les variations de vente par rapport aux prévisions. Si les ventes sont plus importantes que les prévisions, on va utiliser le stock de sécurité pour faire la production en plus, ce qui est demandé par le marché en plus. Mais si, par exemple, si maintenant c'est le contraire et que les ventes sont moins importantes que les prévisions, on va donc faire une régulation en ralentissant la production, par exemple, pour pouvoir corriger l'écart entre la vente et la prévision. On peut assimiler un tel système à une boucle de régulation, des systèmes de production pilotés par l'écart entre les ventes effectives et les prévisions. Comme je le disais, si l'écart est positif, c'est-à-dire si la vente moins les prévisions est positif, on fait l'excédent des ventes est tiré du stock de sécurité. Si l'écart entre les ventes et les prévisions est négatif, il faut ralentir ou même arrêter le système afin de ne pas augmenter le stock de produits finis. Dans les deux cas, il est nécessaire d'augmenter ou ralentir la cadence de production afin de tendre vers un écart nul entre prévision et vente. Ça, c'est ce qui est idéal. L'idéal serait de faire en sorte que la concordance existe entre les prévisions de vente et les ventes effectives. Le schéma suivant montre la boucle de régulation du système de production, comme je l'expliquais. Donc, on a une prévision on a les données d'entrée qui sont les prévisions. Et puis, après la production, on va effectivement comparer les ventes effectives aux prévisions. Si le cas est positif, ça veut dire qu'on puise dans notre stock de sécurité pour combler le vide et pouvoir satisfaire le client. Si le cas est négatif, il faut pouvoir trouver les solutions. Donc, les solutions existent, c'est-à-dire on fait un ralentissement de la production de telle sorte qu'on n'ait pas trop de produits finis en stock qui ne sont pas vendus. Deuxième
type de production liée donc aux critères clients, c'est la production sur commande. En ce moment-là, on produit quand on a une commande, c'est-à-dire on attend d'abord qu'il y ait commande avant de produire. On voit ce tableau ci-dessus donne une image réelle de leur production en tenant compte du critère client, de relation avec le client. Produit sur commande, c'est ce type de fonctionnement qu'on appelle juste à temps, ce les Anglais parlent de just in time. Il faut acheter ou produire seulement ce dont on a besoin quand on a besoin. Production sur stock égale à produire puis vendre. Production sur commande égale à vendre puis produire après. Je vous remercie. C'est la fin de cette deuxième partie. Je vous remercie.